Petit pays à cheval sur l'équateur, le Gabon possède des paysages contrastés et sauvages encore préservés. Qu'on longe ses plages bordées de palmiers ou qu'on s'engouffre dans ses mystérieuses forêts primaires, la nature impose sa puissance et sa beauté. Refuge d'animaux emblématiques, le Gabon a également réussi à conserver des traditions ancestrales. Pour ses habitants, la voie est aujourd'hui libre vers un avenir prometteur. Situé sur la côte ouest de l'Afrique, le Gabon est habité depuis la préhistoire. Il a été successivement colonisé par les ancêtres des actuels Pygmées, puis par l'ethnie Bantou. Aujourd'hui, le pays ne compte que 2,4 millions d'habitants, dont une grande partie réside à Libreville, la capitale, et dans sa périphérie. Après la colonisation française, le Gabon accède à l'indépendance en 1960. De 1967 à 2023, il sera dirigé par la famille Bongo, d'abord par Omar, le père, pendant 42 ans, puis par son fils Ali, qui sera renversé en 2023. En pleine transition, le pays possède aujourd'hui tous les atouts pour renaître et réussir économiquement. Même si la religion chrétienne y est majoritaire, les habitants restent très attachés à leurs traditions, notamment au culte des ancêtres. Sur le front de mer, la cathédrale Sainte-Marie, construite en 1864, se situe derrière la cathédrale de l'Assomption qui date de 1958. La capitale compte de nombreux marchés. Celui de la Pairie, particulièrement populaire, se déroule de part et d'autre de la chaussée, dans un capharnaüm apparent mais malgré tout bien organisé. D'un côté, les légumes et végétaux, de l'autre, les poissons séchés et fumés. Au centre, quelques vendeurs ambulants se faufilent parmi les clients. De petits piments colorés s'empilent sur les étals. Ils font partie des indispensables du quotidien, tout comme les graines, les céréales et les oléagineux. Les noix de palme restent très recherchées. Si l'industrie alimentaire en fait une piètre utilisation, les cuisinières avisées, elles, préparent leur huile avec soin. Adeline habite sur cette grande avenue et n'a que quelques pas à faire pour acheter un sac de noix. Elle nous invite chez elle pour suivre sa méthode naturelle d'extraction. Arrivé à la maison, je lave d'abord pour enlever un peu la poussière. Après, je mets au feu. Bon, on attend presque une heure pour que ça soit cuit. 1 heure de cuisson? Oui, 1 heure. Pour que ça soit bien cuit. Ok. Voilà, là c'est bon. Bien. C'est le jus là qu'on remet au feu pour que ça fait sortir de l'huile. L'huile de palme raffinée, fait avec, pour que toi-même tu fais ça. C'est mieux quand toi-même tu fabriques ça chez toi à la maison. Ça c'est l'huile de palme naturelle. C'est pas ce qu'on paye au marché. Il y avait même des fois, je me rappelle quand j'étais bébé, c'est ça qu'on nous frottait au corps. Et c'était très bien.
Libreville est aussi réputée pour le travail de la pierre de Mbigou, une ville située à 800 km de là, dans le centre du pays. La malléabilité de cette roche, tout à la fois molle et rigide, et sa facilité de traitement séduisent un grand nombre d'artisans. Première étape, dégrossir la pierre à la machette. La pierre revient de... Au départ, elle était découverte à Mbigou, dans la région de l'Angoumier. Maintenant, avec un peu l'évolution, le temps, la distance et tout, on a maintenant deux autres régions. Donc le Moyen-Ogoué et l'Estuaire. La pierre est ensuite taillée à l'aide d'une herminette pour lui donner une forme. La pierre est très très friable. Quand on la prend, il faut savoir la manier. Donc tu prends la machette, tu tapes doucement, doucement pour donner les formes. Une fois ça se casse, ça peut s'effriter aussi. Ça peut s'effriter, mais tu fais tout pour attraper le modèle ou bien ce que tu as déjà dans la tête, pour donner la forme de ce que tu as déjà dans la tête. La lime prend le relais pour une première finition. Le début du polissage se fait au papier de verre. Peu à peu, la pierre prend une apparence brillante et lisse. Ces sculptures font toujours partie des cadeaux appréciés, que l'on rende visite à un proche ou que l'on soit invité à un événement familial. Tout au nord, le cap de Santa Clara présente une image paradisiaque de la banlieue de Libreville. C'est un havre de paix, loin du tumulte de la capitale, où l'on trouve des résidences secondaires idéalement situées en bord de plage. Presque au centre de la capitale, une rue s'achève au débarcadère d'Amboé. C'est le point névralgique des pêcheurs qui sillonnent la Grande Mangrove. Les femmes y vendent et écaillent les poissons ramenés par les hommes. Il y a l'oignon, c'est combien? Augustin va partir pour plusieurs jours sur le Tsini pour rejoindre son point de pêche situé à 3 heures de pirogue d'ici. Il achète quelques légumes qui agrémenteront le poisson pêché sur place. Après avoir traversé une mangrove peu engageante, il accède à des bras plus larges de l'embouchure du Como. Son camp de base est composé de quelques cabanes très sommaires qu'il partage avec d'autres collègues. Selon le temps qu'il va passer ici, Augustin utilisera différentes techniques de pêche. S'il a plusieurs jours devant lui, il ira poser ses filets dans des recoins du fleuve dont il a le secret. Ce matin, il choisit de jeter l'épervier, qui présente l'avantage d'attraper rapidement quelques poissons. Il faut avoir l'œil pour discerner les mouvements de poissons, effrayés par sa présence ou par une pierre qu'il a lancée. Augustin prépare le bouillon pour accompagner son poisson fraîchement pêché, du bossu. Et des fois, on fait une semaine, 4-5 jours. Des fois, un mois, on va seulement faire les achats en ville, on revient. Ouais. C'est le bouillon qui est simple. Pressé, pressé, c'est déjà cuit.
C'est du poisson, il faut toujours manger ça avec un peu de piment. Mais on n'écrase pas, on met seulement les flotteurs. C'est lui qui veut plus, il perd ça dans son assiette. Suivant la taille des poissons et la patience du cuisinier, il faut environ une trentaine de minutes pour obtenir une soupe goûteuse et parfumée par tous les légumes et les herbes achetés avant de partir. À 3 heures de route de Libreville vers le sud, la forêt équatoriale occupe tout le paysage. À Fourplace, on emprunte une piste utilisée par les camions grumiers qui transportent le bois. C'est ici qu'Hilarion Kassa Moussavo, plus connu sous le nom de Mambongo, a créé son école de la forêt. C'est un guérisseur. Ce soir, il prépare une cérémonie Bwiti. Il indique à ses élèves, parmi lesquels se trouvent 2 de ses fils, quelles plantes seront nécessaires pour le rite. Il va d'abord demander l'autorisation à un arbre sacré d'effectuer une cérémonie Bwiti. De faire la prière sur un bois principal qui incarne la féminité. C'est la féminité qui ouvre les portes, le triangle isocèle. Donc nous avions demandé par rapport à la cérémonie de ce soir pour que les portes nous soient ouvertes. Et pour nous, et pour vous les visiteurs, pour qu'on prospère. Ce rite est indissociable d'un arbuste, l'iboga, dont l'écorce et les racines sont hallucinogènes. C'est ça là, l'iboga. Il y a un pied quelque part là qui a les fruits. Vous voyez les fleurs là? Hein, Pindi? Oui. Les fleurs là, ça veut dire que demain, après-demain, ça va formuler les graines. Ce sont les graines là qu'on prend pour faire les pépinières, pour avoir les plantules, pour reboiser l'iboga. Il faut reboiser l'iboga. L'iboga, c'est le bois de la vérité, du bien et du mal. Voilà pourquoi ça donne la vision. La vision là, c'est pas pour... ça dépend comment ta vision peut être élargie, mais c'est pour consulter les mystères de la terre, le bien et le mal. C'est ça le fruit du bois. Donc ce fruit-là a des pépins. Ce sont les pépins là comme en pépinière pour avoir les plantules. L'élément de l'iboga qui absorbe plus de puissance ou de l'eau de la nature, c'est la racine pivotante. Donc on prend plus la partie qui est souterraine par rapport à celle qui est externe. L'école a pour mission première de sauver l'iboga qui a été surexploité. Mais le guérisseur souhaite aussi transmettre la médecine traditionnelle aux jeunes Gabonais. Ça, c'est le commandement. On appelle ça Apakote Tenadimako. C'est un pouvoir de commandement quand tu es chef coutumier. Ça se symbolise par ces chapelles. Ça, c'est un chapelet dans la culture. Mais beaucoup ne prêtent pas attention. Et c'est le chapelet du Bwiti. L'engagement de Mambongo concerne aussi l'exploitation de la forêt. Chaque jour, il voit défiler des grumiers chargés de différentes essences de bois. Et les gens ne reboisent pas le bois. On ne reboise pas. Le Koumé doit être reboisé. Comme par exemple la CEB, c'est une société qui est à Doussala, gérée par les Français, mais qui reboisent, c'est-à-dire pendant qu'ils coupent, ils reboisent. Or, certains aujourd'hui, comme les Malaisiens, ils coupent, ils dévastent tout, ils ne reboisent pas. Voilà, du coup, moi, en tant que gardien de la forêt, j'implore tout ça et j'ai pris une décision avec ma communauté de protéger la nature, reboiser le bois, en particulier l'iboga. Son plus jeune fils, Divin, du haut de ses 14 ans, est déjà prêt pour prendre le relais. Voilà.
En même temps aussi, ça fait aussi un peu peur parce que toutes les responsabilités, ça forcément sur moi parce que c'est moi le dernier. Mais d'un côté aussi, j'ai la chance parce que s'il y a un petit bobo, s'il me blesse par exemple avec une machette, je sais qu'il faut prendre telle plante pour couper le saignement ou bien pour cicatriser la plaie vite fait que de partir encore dans l'hôpital, gaspiller l'argent. Donc c'est une chance aussi pour moi. Il me comme j'ai des gangs bocaillés. Bassé. Bassé. Il y a tout. Et tout. Et tout. Bocaillé. Ça y est. T'as bocaillé. Bassé. Mon bongo. Tous les végétaux ont été bénis et peuvent être désormais préparés pour la cérémonie. Divin joue du mugongo, une sorte de guimbarde utilisée durant les rites. Les différents ingrédients pour le bouiti sont prêts. L'obscurité enveloppe peu à peu la forêt. Les patients de Mambongo prennent place dans le temple, un espace sacré où ne pénètrent que les initiés. Chacun son tour va absorber une poudre qui contient de l'iboga. La fesse ne bouge pas sur le côté. De leur côté, les femmes venues chercher un soin sont impressionnées. Ça, c'est la lumière. Mambongo utilise des poudres naturelles pour se maquiller et endosser le rôle de maître de cérémonie. Les accompagnateurs redoublent d'énergie pour faire monter la tension et atteindre une forme de transe propice à la rencontre avec les esprits. La cérémonie avec les femmes se déroulera à huis clos. Elle ne s'achèvera qu'au petit matin, après un long voyage initiatique. En route pour l'est du pays vers la région de la Lopé, nous faisons une halte à Njolé sur les rives du fleuve Ogowe. Cette bourgade doit son développement au fait qu'elle est reliée à la façade maritime du pays par le fleuve. Les marchandises transitent ici pour relier Port-Gentil, la capitale économique du pays, notamment pendant la saison des pluies. Autour du village de Lopé, le paysage alterne un relief vallonné avec de la savane, alors qu'en altitude, la forêt reprend ses droits.
À quelques heures de là, par une piste très abîmée, nous arrivons en territoire pygmée, dans le village de Matsingelani, en hauteur de la rivière d'Itamba. Il ne reste plus qu'une vingtaine de pygmées ici. Quelques maisons sont abandonnées, d'autres occupées par des ouvriers de l'industrie forestière. Ne pas être relié au réseau routier du pays, ni par une route, ni même par une piste praticable, maintient le village isolé de tout. Cette échoppe tient lieu de bar et centre du village. On y fait quelques courses, on s'y rassemble autour d'un verre. Moi, je te dépasse. Il a les cheveux. Marcel Mbombe est originaire de ce village. Son grand-père, Antoine Macapa, récemment décédé, en était le chef. Il vit à Libreville mais revient régulièrement pour les aider à préserver leur tradition et leur identité. Derrière mon dos, la maison en planche plus haut, c'est la maison du chef traditionnel de toute la communauté pygmée, M. Feu Macapa Antoine, avec synonyme Mobego entre parenthèses. Et là, il y a une école des peuples autochtones achevée, mais les maisons des maîtres ne sont pas construites. Donc l'école est déjà finie, les tables bancs sont là, il manque juste des enseignants. Les familles d'origine se sont peu à peu mélangées. Ce mixage, c'est dû à un mariage mixte entre les peuples autochtones et les peuples bantous. Et dans ce village, c'est un village où il y a eu un mélange comme parallèle, c'est-à-dire les bantous et les pygmées. Par avant, quand j'avais mon mari, ça vivait bien. J'avais mes plantations, mon mari faisait tout et tout, je vivais. Mais là, maintenant, j'ai mal aux pieds, je n'arrive pas à marcher une longue distance. Les plantations, ce sont les potagers essentiels pour la survie de chacun, que l'on détecte difficilement tant la végétation est dense. Ça, ce sont les feuilles de manioc. Nous mangeons, on les cueille. Quand on les cueille, nous partons, on amène, on décortique, on le pile, après on pile, on met dans une marmite. Après, on rince le mortier, on verse l'eau là. Et on la met au feu, ça bouillit, après bouillir, ça doit être cuit. Et on assaisonne avec l'huile. Ici, c'est quand il y a des problèmes, on vient les régler ici, pour éviter que les femmes ne soient au courant quelle est la solution, qui a eu tort, qui a eu raison. Et une fois la solution est trouvée ici, tout ce qui a été dit ici reste ici. Ici, on se soigne avec les arbres et les plantes de la forêt. Jean-Claude est un peu l'herboriste du village. Il s'est maquillé parce qu'on ne le prend pas sans se maquiller. Voilà, parce que c'est le génie des peuples autochtones qui réside là, qui peut l'apporter la force et qui peut le donner tout ce qu'ils veulent. Cet arbre qu'on appelle au Douma, en langue bongoué, permet que nous prenions ces écorces pour pouvoir soigner des malades. Et ces malades-là, des fois, c'est des bains de purification. On prend ces écorces, on fait un seau, on baigne le malade avec et le malade va propre. Sur le baya, il soigne l'intérieur avec il soigne les hommes. Que j'ai reçu de cette plante à genoux, c'était pour prendre ma bénédiction, pour que mon voyage soit aussi une réussite pour ceux qui sont arrivés avec moi. C'est une bénédiction initiale pour tout le groupe qui est arrivé avec nous. Régulièrement, le village se réunit pour chanter. Aujourd'hui, tous sont venus soutenir Marie Mabida, qui a récemment perdu son mari. Da
Pour Marcel, c'est un moment émouvant. Le défunt était le chef du village et son grand-père. Marie, l'une de ses épouses, prend la parole. En principe, le chant, c'était pour elle pense à celui qui est derrière nous, que tu es parti. Maintenant, derrière toi, le village est devenu sinistre. Et tu nous laisses avec qui? Regarde les enfants qui sont restés dans le village. C'est pour cela que ça me fait couler des larmes. Madiba, viens ici. Le combat de Marcel pour éviter que ce village ne disparaisse va se poursuivre. Il faut que le gouvernement finance une vraie route pour le sortir de son isolement. C'est une priorité pour que les jeunes puissent aller à l'école et partir travailler tout en revenant au village. La piste est aujourd'hui dans un tel état que seuls les gros camions de l'industrie du bois peuvent l'emprunter. Plus au sud, Lambaréné est une ville emblématique du pays. Née de l'exploration du fleuve et du développement commercial au cours du XIXe siècle, elle s'est imposée comme un carrefour incontournable sur les rives de l'Ogooué. C'est ici qu'en 1913, le docteur Albert Schweitzer a ouvert son hôpital dans le but d'améliorer la qualité de vie des habitants de la région et de mener des recherches fondamentales sur les maladies tropicales infectieuses. Aujourd'hui, une partie modernisée de l'hôpital demeure en service. Les anciens bâtiments, eux, ont été conservés et transformés en musée. On y découvre un bureau du docteur et sa modeste chambre. Tous ses objets personnels, livres et ustensiles sont soigneusement entretenus et rendent les lieux authentiques et émouvants. Un grand humaniste qui s'est battu contre la tuberculose, la lèpre. Il a insufflé le respect de la vie, et ce respect de la vie qui devait s'étendre entre les humains, les animaux, la nature. La collection de microscopes, de stéthoscopes, spiromètres et autres accessoires indique qu'au siècle dernier, les outils à disposition de la médecine étaient encore relativement sommaires. À gauche, c'était l'hôpital. Là aussi, tout a été conservé en l'état, donnant l'impression que la veille, tout fonctionnait encore. Parce qu'il était à la fois philosophe, théologien et médecin. Donc, essayer de rallier ces trois notions, il fallait vraiment être assez complexe. Là, on disait du docteur Schweitzer, le matin, il était médecin, l'après-midi, il était architecte, et dimanche, il était pasteur. Prix Nobel de la paix en 1952, le docteur Schweitzer est décédé en 1965 à 90 ans. Il repose au cimetière de Lambaréné aux côtés de sa femme et d'autres médecins. Son œuvre se poursuit à travers la fondation qui porte son nom. Elle permet notamment de rechercher des fonds pour financer l'hôpital, qui est désormais l'un des plus modernes du pays. En poursuivant notre route vers le sud, à proximité de Fougamou, les chutes de l'impératrice sur la rivière Ngounié offrent un spectacle magnifique. Nous sommes en saison sèche. On imagine le tumulte des flots en pleine saison des pluies.
Nous approchons de la pointe sud du pays en direction de Mayumba. Le riz ne faisait pas partie de l'alimentation traditionnelle du pays, mais sa culture s'est peu à peu développée dans les années 60 pour combler les besoins alimentaires de la population. Grâce à une eau de qualité qui coule en abondance, la riziculture est de nouveau en plein essor. Avant, on avait les Chinois ici, qui faisaient les riz, il y avait tout ça là, c'était le riz. Mais quand Ali Bernard Bongo l'avait appelé, ils ont appelé les Chinois, nous sommes restés là que les Africains. Donc on a fait pratiquement 10 à 15 ans, on ne faisait plus le riz. Les parcelles offrent une image assez éloignée des rizières asiatiques bien ordonnées, mais la température élevée et l'humidité profitent pleinement aux végétaux. Oui, il y a assez d'eau parce qu'il y a une rivière derrière là. Ils ont creusé une passerelle pour que l'eau tombe dans les rizières. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de riz comme ça. En tout cas, vous voyez même vous-même, ça pèse. Ça pèse, donc c'est bien plein. Vous voyez? Pour le moment, ces premières récoltes servent surtout de test avant de relancer la culture définitivement dans tout le secteur. Au vu de la qualité de ce qui a été récolté, le riz gabonais a de beaux jours devant lui. La ville de Mayumba est nichée entre la lagune et l'océan. Ces différents quartiers représentaient autrefois une plaque tournante de la culture du caoutchouc et du commerce de l'ivoire en provenance de la vallée du Kouilou. Aujourd'hui, on y vient pour visiter son parc national et ses très longues plages de sable blanc. En cette période de vacances scolaires, 2 étudiants prouvent qu'ils ont aussi des talents de pêcheurs. Les belles prises s'accumulent. Ils sont un autochtone de Mayumba, je suis ici depuis longtemps. Et donc j'ai grandi ici, je me débrouille dans la pêche, dans le bord d'ici. Je me débrouille à la pêche à la ligne, plus ou moins à la traîne aussi. Il faut avoir l'œil pour repérer les bancs de poissons et lancer sa ligne au bon endroit. Les prises sont magnifiques. Elles sont déjà réservées par les restaurants de la région. Ce sont des gros bars, plus gros que là. D'autres font dans les 10 kilos, 17, 5, 4, 8. Et ça, c'est la dorade. Elle est petite, elle est grise. La lagune est elle aussi pleine de richesses. Elle s'étend sur près de 80 km vers le sud. Une partie de la lagune, des côtes atlantiques et des mangroves, est sous la protection du parc national de Mayumba. Les hippopotames aiment la quiétude de ces eaux. Plusieurs familles habitent à proximité du petit port. Sur ces eaux calmes, les pêcheurs peuvent utiliser des pirogues fines et longues pour aller plus vite sur les grandes lignes droites à l'abri de l'océan. Au petit matin, les femmes les attendent à l'arrivée pour commercialiser le résultat de la pêche. Ange Makanga et Swamin Zassi sont les gardes du parc national. Ils patrouillent vers une zone située à une petite heure de navigation. Le long de la lagune, des paysages alternent entre mangroves, savanes et forêts plus denses.
Ils vont accoster à la lisière d'une forêt où habitent plusieurs familles de gorilles qui restent bien dissimulées. Bon, nous sommes dans une forêt ici, c'est une forêt primaire, c'est une forêt qu'on n'a jamais touchée et puis vraiment c'est ce qui fait la beauté du Gabon. La savane abrite également quelques buffles. Depuis que le parc est arrivé, il n'y a plus trop de braconnage. Donc avec la sensibilisation, les populations ont quand même compris que la conservation c'est une bonne chose. Donc ils ont quand même arrêté le braconnage. Le parc s'étend aussi sur plusieurs kilomètres carrés en mer. Oui, c'est un parc marin. Et ici, quand vous arrivez ici en période de ponte de tortues, en tout cas, vous êtes très à l'aise parce que les tortues, vous ne les cherchez pas, vous les voyez abondamment. Et puis quand vous arrivez aussi en période de baleines également, vous observez les baleines. Et au Gabon, nous sommes le premier parc qui observe les baleines quand ils viennent. Quelques rares villages de pêcheurs bordent la lagune, comme celui de Nkoka, où vivent une cinquantaine de personnes exclusivement de la pêche. Mamadou est étudiant à Mayumba. Il profite des vacances pour venir aider sa famille au fastidieux travail consistant à démêler les filets. Les plus beaux poissons sont conservés dans un vivier. Swamine Sassi, le garde, profite de l'aubaine pour en ramener à sa famille. Oh, ici, le poisson, il te parle? Oui. Tu parles le poisson? Le macharon d'eau douce, la haute bagno. Le poisson qui est beaucoup plus prisé. Fumé, salé, frais. Et là, on est en train d'apprêter les filets pour aller mettre ça à l'eau. Et ça attrape encore d'autres poissons. Et c'est la routine. À chaque fois, on vient, on décroche. Et après, on ramasse. Mamadou nous fait découvrir le fumoir. Le poisson arrive frais, comme vous pouvez le constater. Je vais prendre l'exemple avec celui-ci. Il arrive frais et il est transformé. Il y a des gens qui aiment le poisson de un feu. Il y a des gens qui aiment quand c'est fumé, 3 feux. Des gens qui aiment quand c'est sec. Là, il est prêt à voyager jusqu'en France ou en Amérique. En l'absence de réfrigérateur dans la plupart des ménages, le fumage est le moyen de conservation le plus utilisé. En remontant le long de la côte vers le nord, nous rejoignons l'un des parcs les plus emblématiques du pays, celui de la Luango. Aux avant-postes du parc, le village d'Iwambi semble enterré dans le sable. Les pistes qui partent de là vers la savane nécessitent de bons 4x4 et un certain talent de conduite. Cette épicerie-bar est incontournable, car elle est la seule à proposer des beignets aussi savoureux. Tu as mis les deux, hein? Les deux genres. Descends. Là, c'est l'œuf. Là, ça va l'œuf. Les hommes pêchent ou travaillent dans les champs. Ici, tout semble hors du temps, paisible. De l'autre côté du village, chez Marlise, on travaille le manioc, le légume racine le plus utilisé dans le quotidien des Gabonais. On le trempe dans l'eau, elle soit un peu à moitié mou, et on le râpe. Elle forme une pâte, comme ça. Et lorsque elle est formée, la pâte, on le filtre, on le met dans un sac, parce que lorsqu'elle est dans la pâte, elle est trop légère. Lorsqu'on met dans le sac, elle se durcit. Voilà, dessus. Et on l'enlève dans le sac, on le malaxe pour qu'elle soit encore mou. Ce sont les feuilles qu'on emballe le manioc. On les cherche en brousse.
Ça permet que le manioc ne soit pas dans la paille. Avec ses 155 000 hectares, le parc de la Luango est peuplé d'une faune très variée et assez exceptionnelle. Il protège plusieurs écosystèmes. La savane, la forêt, les plages et la lagune. Il y a certaines zones où nous n'avons pas la possibilité d'accès. Et donc, c'est par là que ces personnes qui font dans le baconnage insistent à continuer à menacer la faune sauvage. Et donc, nous avons développé des stratégies pour pouvoir, pas les arrêter, mais au moins ralentir l'intensité du baconnage. En Afrique, entre 20 000 et 30 000 éléphants sont tués chaque année pour leur défense, alors qu'ils sont en voie d'extinction. Sortis à la tombée du jour pour rejoindre la plage, ces pachydermes des forêts profitent de la baisse des températures pour se restaurer. Cette nuit, ils iront peut-être prendre un bain de mer. De retour au village, on se prépare pour une très longue soirée. L'ethnie majoritaire ici sont les Ngoé. Ils dansent le Ekunda, une sorte de battle entre hommes et femmes qui va se dérouler autour d'un feu. Chaque camp va venir provoquer ceux d'en face en s'approchant au fur et à mesure au plus près des flammes. Et les Kunda chez nous, ce sont des veillées qu'on organise souvent quand il y a des retraits de deuil ou bien quand il y a un événement qu'on veut partager ensemble avec la famille et on se retrouve comme ça. On peut veiller toute la nuit en train de danser. Il y a des provocations. Il y a les femmes qui sortent parfois des sons pour indexer les hommes. Et en même temps, il y a des hommes aussi qui ont les mêmes sons qui vont lancer aux femmes et ça va indexer aussi les femmes. Donc c'est un jeu en fait de passes. Donc la femme attaque, l'homme attaque. La femme attaque, l'homme attaque. C'est un peu ça. Donc c'est ça le rite en fait, les Kunda. Un peu comme du théâtre. Ce matin, nous avons traversé la lagune Iguela pour rejoindre l'île Bonne-Terre à environ 1h30 de pirogue du village.
Les scientifiques de l'ONG Project Gorilla vont rejoindre une famille de gorilles qui a été repérée dans la forêt pour effectuer des relevés. C'est un groupe d'environ 7 gorilles, avec de très jeunes individus. Le mâle dominant est un dos argenté. C'est lui qui dirige les activités de la troupe. Le but est essentiellement de collecter des données sur les gorilles dans la nature à des fins de recherche. Il s'agit donc de gorilles des plaines de l'Ouest, une espèce différente des gorilles des montagnes que l'on trouve au Rwanda, en Ouganda, etc. Il y a des différences de comportement, mais aussi des différences physiques. La plus évidente étant peut-être que les gorilles des montagnes, qui vivent dans des endroits plus élevés où il fait plus froid, eh bien leur poil est donc plus long. Les gorilles des plaines représentent la population la plus nombreuse en Afrique de l'Ouest. On en recense près de 360 000 et environ 35 000 au Gabon. Même si le braconnage s'est ralenti, tout comme le trafic de bébés gorilles, la vigilance reste de mise. Pour les scientifiques présents dans ces forêts, l'étude de ces populations a permis de progresser sur le comportement et le mode de vie de nos ancêtres. Les éco-gardes prennent maintenant la direction de la rivière Akaka, un lieu considéré par les ethnies locales comme sacré. Une grande partie des animaux qui vivent dans le parc de la Loango migrent jusqu'ici en saison sèche. Au-delà de ce paysage idyllique, ils sont certains de trouver de l'eau en abondance, car la rivière coule ici en permanence. Tout autour de l'Akaka s'étirent des marécages dont raffolent les éléphants. Ils boivent jusqu'à 160 litres d'eau par jour. Et lorsque le soleil se fait trop agressif, les bains de boue sont les bienvenus. Ce grand mâle est assez exceptionnel par la taille de ses défenses qui sont très longues. Un attribut devenu rare en raison du braconnage. Sur les 12 mois de la saison, de l'année, nous allons voir 9 mois de saison de pluie et 3 mois de saison sèche qui va débuter à partir de juin, juillet, août. Voilà. Et donc, ces animaux, par rapport à ces systèmes, les rivières vont se mettre à tarir. Et lorsque les rivières se mettent à tarir, les animaux vont se déporter à un endroit qui est plus ou moins humide et avoir un peu d'eau pour pouvoir se retrouver et puis passer les 3 mois de la saison sèche. Les gardes, peu nombreux, disposent de moyens dérisoires face au fléau du braconnage, qui décime encore ces éléphants. En remontant vers le nord, Omboué est au bord d'une autre grande lagune de cette région, la Nkomi, plus connue sous le nom de lagune du Fernand-Vaz. C'est un petit carrefour commercial où transitent encore de nombreuses pirogues chargées de marchandises. Le dimanche, les échoppes autour du marché connaissent une certaine affluence. Ici, on sert de l'alcool de palme directement à la bouteille. C'est du vin de palmier avec du bois amer, ce qui donne un vin de palme qu'on appelle ensemble. Encore. Viens là. Après, tu nous envoies aussi nos photos nous-mêmes. Ça ne reste pas avec toi. Tu n'aimes pas? À l'entrée de la ville, l'église s'est agrandie dans le jardin pour accueillir l'évêque venu de Port-Gentil pour une cérémonie de confirmation. Marchons vers toi, Seigneur,
De Omboué jusqu'à l'embouchure de l'Ogooué à Port-Gentil, le paysage alterne installations pétrolières et plages magnifiques. Port-Gentil possède un bâtiment emblématique édifié entre 1926 et 1928, la cathédrale Saint-Louis, l'une des plus anciennes églises du pays. À l'écart des centres d'exploitation pétrolière, les plages et bancs de sable sont prisés le week-end par les habitants de la deuxième ville du pays. Le Gabon est en pleine mutation. Souhaitons que dans cette phase de résilience, il trouve aussi des solutions pour préserver ses patrimoines uniques, que ce soit ses forêts, ses animaux sauvages, sans oublier ses traditions ancestrales.